L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien vous revient aujourd'hui avec le professeur Abdelrazak Dourari, professeur des sciences du langage et de la traductologie. J'y suis arrivé, j'avais peur. Directeur du centre de Tmazirt. Professeur Dourari, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est au cœur de l'actualité ce matin. Un conseil interministériel a été consacré à l'accélération de l'enseignement de Tamazirt. La ministre de l'Éducation, Madame Belrebrit, on a parlé ce matin encore chez nos confrères de la chaîne 3. Une feuille de route est mise en place pour essayer de répondre à cette demande de généralisation de l'enseignement de Tamazirt. Est-ce que vous êtes, puisque vous avez accompagner à plus d'une occasion les efforts du gouvernement pour essayer de répondre à cette demande. Est-ce que vous êtes optimiste pour cette nouvelle tentative ? Être optimiste ou pessimiste n'est pas une question qui se pose pour un chercheur. Le chercheur, il constate. Aujourd'hui, effectivement, on commence à penser l'enseignement de Tamazirt et de la culture qui va avec, on commence à le penser. Ça signifie que jusqu'à aujourd'hui, depuis 1995, qu'on a commencé à introduire Tamazirt dans le système éducatif, on n'y a pas pensé, dans le sens où il n'y a pas eu une réflexion systématique sur sa place dans l'État et dans la société, ni à la manière dont il fallait l'introduire et l'améliorer. Pourquoi ? Parce que l'État algérien n'a pas pour habitude de réfléchir sur ce qu'il fait. Il agit en réponse à une pression. C'est ce qui s'était passé en 1995, c'est ce qui s'était passé en 2002 lors de l'élévation de Tamazirt au rang de langue nationale, et c'est ce qui s'est passé tout récemment. Donc il n'y a pas une réflexion qui précède l'action. On peut en convenir, on le constate très souvent, malheureusement, effectivement. Mais dans le cas de l'enseignement, c'est comme quelque chose qui remonte à 23 ans. Le HCA, le Haut Conseil à la majorité, a été instauré en 1995. Il y a quand même un peu de recul aujourd'hui. Est-ce qu'on ne s'est pas mis à penser depuis ce temps-là ? Je pense que le HCA lui-même, il faisait partie de cette réaction beaucoup plus qu'action réfléchie de l'État. Le HCA avait besoin à l'époque, on en avait besoin parce que il fallait quand même rediffuser une espèce de pensée politique qui intègre notre dimension identitaire historique de l'Algérie et du Maghreb, qui est la mazérité, faire accepter à d'autres courants qui étaient complètement allergiques à cette pensée. Donc le HCA, il a fait pendant un certain temps un bon travail. Mais il faut rappeler que depuis 1998, le HCA fonctionne sans mandat. Donc le mandat du haut-commissaire s'était terminé en 1998. Le feu Idireit Amran, qui en était le haut-commissaire, est décédé en 2004. Il a fait donc un mandat et demi illégal en quelque sorte, si l'on regarde un peu les textes de création du HCA. Mais le HCA n'est pas une institution de normalisation, loin s'en faut. C'est une institution culturelle, c'est une institution à caractère politique et symbolique qui permet de rendre Tamazirt plus acceptable dans la société. Alors, professeur Dourari, vous faites très bien de dire que le HCA n'est pas une institution de normalisation. La normalisation, c'est peut-être ce qui a manqué le plus au processus d'enseignement de Tmazirt. Vous expliquez dans un de vos nombreux textes sur la question qu'on a fait ça dans l'urgence, qu'il y a des professeurs qui ont été sélectionnés juste parce qu'ils parlaient kabyle ou une autre variété de Tmazirt, mais que la tentative de normalisation, elle s'est faite un peu au juché, sans feuille de route. En effet, une institution de normalisation n'a jamais existé en Algérie. C'est ça le problème. Il n'y en a jamais eu. Et si l'on compare, par exemple, le processus de normalisation de la langue française qui a duré plus de 2 siècles,
il a réuni une armada de spécialistes, de grammairiens, de philologues, etc. La langue arabe qui a pris un peu plus de 6 siècles de normalisation, il lui a fallu donc vraiment un travail énorme. Et maintenant, la langue arabe est dépassée en termes de normalisation parce que les normes remontent à peu près au XIVe siècle de l'ère chrétienne. Donc on est déjà très 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 loin de la réalité linguistique de cette langue. C'est pour ça qu'elle reste en dehors du champ de l'activité scientifique et et intellectuelle d'une manière générale. Alors vous dites l'une des principales exigences d'une normalisation linguistique, vous êtes professeur des langues, vous parlez dans le langage, dans le jargon académique de ce type de questions, c'est de constituer un corpus de référence. C'est quoi constituer un corpus de référence dans le cas de Tamazirt? Dans un processus de normalisation, il y a 2 aspects. Il y a ce qu'on appelle l'aménagement de statut, qui concerne les questions juridiques. Il y a l'aménagement de corpus, qui concerne justement le travail de linguistique sur le corpus, c'est-à-dire sur la langue d'une manière générale telle qu'elle est parlée. Donc le premier aspect en Algérie, pour Tamazirt, il a été, maintenant il a presque abouti, parce que la langue est officielle. Elle est officielle, il lui manque un tout petit pas en avant, c'est la loi organique et les textes réglementaires pour mettre en place une académie. L'académie, c'est le point de jonction entre le processus de normalisation de statut et le processus de normalisation de corpus. Le corpus, c'est la langue. Donc, c'est l'ensemble des paroles, des écrits, etc., que parle une société donnée à un moment donné dans une région donnée qu'il faut recueillir. En attendant, professeur, en attendant l'académie, qui est en train de faire ce processus de normalisation du corpus? C'est fait d'une manière vraiment anarchique. Je regrette de le dire comme ça. J'aurais pu trouver un autre terme, mais c'est comme ça que ça se passe en fait. Je le dis spontanément. Les associations à caractère civil qui étaient militantes pour la mazérité et qu'on remercie d'ailleurs de leur activité et qui ont permis un changement démocratique de la culture algérienne et du regard que nous avons à l'égard de l'histoire, ce sont ces associations qui ont fait avancer le travail. Le travail est très avancé. Maintenant, les gens écrivent. Il y a une littérature qui se fait sur la base de cette normalisation. C'est aussi Mouloud Mamri qui a fait un travail de pionnier. Et lui-même, il le dit. Mais Mouloud Mamri n'est pas une institution et il n'est pas linguiste. Ce qui fait qu'il y a matière à revoir dans tout ce qui a été fait. Et l'enseignement qui s'est fait depuis 1995 à ce jour, en dépit de la réforme des programmes de 2003, il n'en demeure pas moins que ça reste pas tout à fait rationnel. Donc ce n'est pas la méthode scientifique qui a présidé à cette élaboration de la langue sur la base du kabyle. C'est ce qu'on appelle Tamazirt. Tamazirt, en fait, c'est beaucoup plus du kabyle normalisé d'une manière artificielle et poussé un peu à l'extrême, que une réunification des différentes variétés de cette langue. Alors, on aborde un des sujets centraux de ce qui s'est passé ces 20 dernières années, qui va peut-être déterminer un peu le travail de l'Académie, c'est cette tentative de standardiser. De Tamazirt, nous savons bien qu'il y a des variétés de Tamazirt qui sont portées par des populations locutrices, la population kabyle étant la plus forte. Mais moi, je sens autour de moi les berbérophones ne sont pas toujours interpellés par exemple l'information officielle à travers les chaînes berbérophones en Tamazirt, parce que ils disent ne pas se reconnaître dans ce qu'ils parlaient. Et donc il y a une nouvelle langue qui est en train de s'installer. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est ça le projet du pouvoir, ou est-ce que c'est juste de manière pragmatique et expérimentale, on s'est retrouvé dans ce travers entre guillemets de la standardisation qui n'a pas été pensée au préalable? Je pense que c'est la deuxième vision qui est juste. Le pouvoir ne pense à rien. C'est pas son problème de penser. Il n'y a pas une pensée politique algérienne depuis très longtemps, et encore moins une pensée sur la société. On est resté dans des catégories trop générales, dire nous sommes arabo-musulmans et ça suffit largement pour eux. Ça n'est pas ça la question. Je pense que aujourd'hui, ce qu'on appelle Tamazirt, c'est une langue artificielle qui est dangereuse pour
la survie des variétés régionales. Ces variétés régionales, on peut en compter 5 grandes variétés dans lesquelles il y a déjà des sous-variétés. Donc le chaouia, le mozabite, le targhi, le kabyle, le chenoui, etc. J'espère que je n'en ai pas oublié parmi les plus importants. Là, on a fait les 5. Hein. Mais oui, mais il y a aussi le tagragrent de Ouargla, et il y en a d'autres. Donc le Touareg, il connaît une variation assez importante. Le chaouia connaît une variation importante. Le kabyle connaît une variation importante. Ce qui fait que nous avons une variation interdialectale et une variation intra-dialectale. On ne peut pas remplacer toute cette dynamique langagière par une langue créée en laboratoire, dans un mauvais laboratoire en plus, et dire que c'est ça Tamazirt. C'est pas vrai. Professeur, néanmoins, est-ce que c'est pas le moyen aussi d'organiser une résistance entre guillemets? Vous dites qu'elle est dangereuse cette langue pour les variétés parlées localement. Mais en même temps, face aux autres langues, est-ce que c'est pas cette tentative-là qui est l'avenir? Pas du tout. Face les processus de normalisation, il y en a qu'on connaît. Il y a déjà des expériences qui sont connues. Donc, au lieu de faire dans la substitution linguistique, inventer une langue artificielle pour la substituer à une autre langue qui est tout aussi artificielle, néanmoins elle est historiquement quand même reconnue. Je parle de la langue arabe scolaire. C'est une politique. Est-ce que c'est tout le monde qui est favorable à cette politique? Je ne sais pas. Deuxièmement, le fait de la vivacité d'une langue se reconnaît à son dynamisme dans la société. Donc, il lui faut des locuteurs de langue maternelle. Le problème qui se pose aujourd'hui, par exemple, le problème de la langue arabe scolaire, c'est que précisément, elle n'a pas de locuteur natif. Et c'est ça qui fait qu'elle est complètement bloquée face aux sciences, face à la réflexion philosophique et même, j'allais dire, politique. Même celle la plus banale, la plus élémentaire, elle n'arrive pas à intégrer cette langue. Et je rappelle que je suis titulaire d'un magistère dans la langue arabe. Donc, je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle. Donc, voilà une langue qui n'a aucun locuteur maternel. Et qui est là, on parle de Tamazirt Oui, le Tamazirt, mais aussi l'arabe scolaire. Mais aussi l'arabe scolaire. À ce niveau-là, ils sont les mêmes. Oui. Sauf ce qu'on appelle Tamazirt aujourd'hui, il est à base kabyle. Mais l'arabe scolaire entre guillemets, l'arabe standardisé d'Al Jazeera, est en train de prendre. Aujourd'hui, quand on est dans le monde arabe, c'est celui-là qu'on va utiliser. L'égyptien, il est perdu. Il parle pas l'arabe. L'autre arabe. Il y a de ce point de vue-là, pour parler avec des rifins, demain, pour parler avec des Touaregs ou d'autres Berbères d'autres régions. Est-ce que cette tentative-là, j'insiste un petit peu, mais j'ai pas de conviction à arrêter sur la question. C'est juste pour avoir votre point de vue. Est-ce que c'est pas quand même quelque chose qu'il faut continuer de creuser, mais avec un bon laboratoire et peut-être avec d'autres mécanismes? Je sais pas. Je pose la question. Moi, je pense que ce qui permet la survie d'une langue, c'est le fait qu'elle est avant tout des locuteurs natifs, des locuteurs dont c'est la langue maternelle. Donc il y a un lien affectif, mais attention, la langue, quand on dit la langue maternelle, maintenant on sait avec les neurosciences quelle est sa place dans la formation de l'esprit, de la perception de soi dans le monde et dans la société. Donc c'est quelque chose de fondamental. Le bébé apprend sa langue maternelle dans une situation intra-utérine. Quand il est dans le ventre de sa maman, déjà, il apprend les intonations. Oui, donc une partie de la langue est acquise en situation intra-utérine. Donc ça fait partie de l'évolution intellectuelle de l'enfant et cognitive. Alors pour finir avec cette question de la standardisation qu'il faut pas poursuivre, comme vous le dites, de cette façon-là, parce qu'elle pourrait être dangereuse pour les langues natives. Vous citez les exemples qui ont marché ailleurs, mais qui sont pas comparables. Vous dites l'hébreu, c'est lié à un projet, le projet sioniste d'établir un État, c'est très spécifique. Ou l'allemand, c'est pas reproductible dans le cas de Tamazirt. C'est ce que vous dites. Pas du tout, c'est pas reproductible parce que pour l'hébreu,
c'était pas une langue maternelle vraiment, c'était une langue complètement oubliée, qui était la langue plutôt donc de la Bible, donc Ancien Testament, et elle était une langue liturgique, donc personne ne l'utilisait. L'État hébreu, qui se dit hébreu et qui est l'État d'Israël en fait, il est hébreu en rien. Qui avait besoin d'une idéologie rassembleuse. Qu'est-ce qui pouvait rassembler un juif américain, russe, français, marocain, algérien, etc. pour faire un État et une société? C'était le rattachement à la Bible Ancien Testament, donc la Torah, et à cette variété de langues qu'on utilisait justement pour la liturgie. Il n'y avait que ça. Donc bon, on a utilisé, mais les véritables langues fonctionnelles, c'est l'arabe scolaire, que j'appelle moi scolaire, et c'est la langue anglaise. C'est ça les véritables langues fonctionnelles dans l'État d'Israël. L'allemand, c'était à une période donnée, c'est la formation des États-nations au 19e, 20e siècle, et à l'époque, Bismarck, tout le monde se rappelle de Bismarck, quand il voulait réunifier les locuteurs dits germanophones. Donc il voulait faire le Grosse Deutschland, c'est-à-dire la Grande Allemagne, et donc il y a un projet idéologique, il y a quelque chose qui pousse les gens à céder un peu de leur spécificité pour aller vers quelque chose qui les unifierait et qui aura un retour positif sur les spécificités, justement. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Ni en Algérie, ni dans le Maghreb. Je cite le Maghreb, c'est pour faire une petite transition sur l'expérience marocaine. Les Marocains aussi ont tenté, depuis 2003, de faire émerger une langue qui soit un peu au-dessus des langues parlées au Maroc. On parle de Tmazirt. Et vous dites aujourd'hui qu'on est en train de revenir sur cette expérience. Oui, le Maroc que j'ai visité en 2003, au moment même où on installait l'IRCAM, l'Institut Royal de la Culture à Mazir, et j'avais une longue discussion avec Mohamed Shafiq, professeur Mohamed Shafiq, qui en était le premier recteur, et déjà dès le départ, lui-même n'était pas convaincu de la forme. Parce que il y a une bonne intention derrière l'idée d'unifier la langue tamazra, donc le grand monde berbère. L'intention est très bonne, elle est généreuse évidemment, mais il y a le côté rationnel de la chose. Quand les Marocains ont mis en place cette amazir standard, ils l'ont appelé comme ça, l'amazir standard. Ils pensaient avoir réglé un grand problème, et pourquoi pas? C'était une idée comme une autre, mais c'est une idée un peu gentille, mais un peu trop gentille pour la réalité. Aujourd'hui, on voit que déjà dès la prise, donc j'allais dire de pouvoir par mon ami Ahmed Boukous, le recteur actuel de l'IRCAM, des gens ont quitté l'IRCAM parce qu'ils ont dit non, ça c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. On est en train de soussifier, disait-il, l'amazir. C'est-à-dire eux, ils ont trois variétés. Ils ont le tamazirt, le tarifite et le tashlhit, avec quelques petites variations internes. Et ils ont créé un amazir standard. D'un point de vue linguistique, c'est faisable. Donc on peut faire de la reconstitution linguistique, il n'y a absolument aucun problème, c'est ce qui s'est fait là-bas. Mais ensuite, le rendre obligatoire et général comme ça à tout le monde, ça servait à quoi? C'était la question à laquelle ils n'avaient pas pensé. Ça servait à quoi? D'avoir un amazir standard qui n'est parlé ni par les shleh, ni par les tamazirtophones, ni par les locuteurs du tarifite. Donc ça pose un problème. Maintenant, il y a un retour, d'ailleurs, dans les textes légaux du Royaume du Maroc, on a tendance à revenir à l'Institut, il l'appelle comme ça, l'Institut national des langues et cultures marocaines. Oui. Donc on renoue avec ce que nous appelons dans la sociolinguistique la société langagière. C'est cette étape et cette expérience contre expérience que vous voulez, cette étape que vous faire gagner à l'Algérie dans son processus de normalisation et de généralisation de l'enseignement. Professeur Doulali, vous êtes particulièrement actif pour faire passer ce point de vue qui, on peut le dire aujourd'hui, est un peu écouté par le gouvernement, au moins par la ministre actuelle de l'Éducation.
Non, il est écouté dans la société aussi, y compris par les anciens militants qui étaient aussi mes amis. J'en compte beaucoup. Il n'y a pas que des amis, évidemment. Mais regardez, par exemple, dans les sociétés qui sont très rationnelles, où la raison a pris le dessus. Qui c'est qui demande l'unification du Corse? Personne. Qui c'est qui demande l'unification des variétés de breton? Personne. Qui c'est qui demande aujourd'hui, dans cette société-là, de rendre obligatoire l'enseignement du corse à tout le monde ou l'enseignement du breton à tout le monde? Personne. Ça, ce sont des idées qui sont un calque du processus de la politique d'arabisation. Il faut que tout le monde soit, disait un comédien tunisien, donc on est comme les morceaux de sucre, tous blancs, tous avec la même dimension, etc. Ça n'est pas possible. La société vivante, c'est une société différenciée, et c'est pour ça que moi j'appelle à la mise en place d'un multiculturalisme cosmopolite. Un multiculturalisme cosmopolite est différent du multiculturalisme de la diversité. Le multiculturalisme de la diversité, il est expérimenté par exemple aux États-Unis, où chaque communauté est à part, où il y a les communautés vivent en contiguïté les unes avec les autres. Le multiculturalisme cosmopolitain, c'est celui qui est vécu par exemple dans la société canadienne, où vous êtes libre de vivre votre spécificité comme bon vous semble, mais que vous participez avec l'ensemble sur un terrain commun qui s'appelle la citoyenneté, et que tout le monde, quelle que soit sa spécificité, doit justement fonctionner, respecter les autres spécificités et fonctionner dans ce qui est la notion de citoyenneté. Ce qui peut torpiller un tel projet ambitieux et moderne, c'est peut-être le risque, le danger de voir perdre sa spécificité culturelle. C'est une réalité qui a fait avancer les choses, parce qu'elle était tangible il y a 30 ans, quand les premières expressions on peut revenir à 49 à la crise du PMTLD, mais on va se contenter du printemps 80. Est-ce que vous dites quoi face aux gens qui disent que, par exemple, même le kabyle, qui est la langue la native la plus portée, la plus parlée, qui a le plus de locuteurs, peut disparaître, qu'elle est menacée? Vous dites que c'est une requête ou que c'est quelque chose qui est exagéré? Le kabyle, je peux donner une garantie, j'exagère bien évidemment, que le kabyle ne va pas disparaître même dans 100 ans. Pas le kabyle, peut-être d'autres. Le zenata est en train de disparaître. Le tagaragrant est en train de disparaître. D'autres variétés, etc. Le judesmo, comme l'avait relevé un organe de presse, est en train de disparaître, effectivement. Mais pas le kabyle. Le kabyle, il a une population de locuteurs natifs qui dépasse les 6 millions de locuteurs. C'est vrai que les statistiques en Algérie, mais ce sont des projections à partir donc de la base électorale des différentes wilayas qui sont berbérophones ou kabylophones. Donc on est entre 5 et 6 millions de locuteurs natifs. Deuxième critère, c'est pas seulement le nombre, c'est la position sociale. Les Kabyles ont une position sociale importante dans la société algérienne, donc en tant que producteur de richesse, en tant qu'entrepreneur, en tant que détenteur donc de postes de pouvoir. Ils sont dans l'armée, ils sont dans le premier ministère, ils sont dans les finances, etc. Donc franchement, il y a absolument aucune raison. Mais aujourd'hui, quand on va en Kabylie, on s'en rend bien compte que l'arabe algérien a fait une percée spectaculaire. Très juste. D'ailleurs, même la chanson Chabi, il est né en Kabylie, il a évolué en Kabylie, mais elle a commencé déjà dans les années 30, dans les années 40. Mais vous dites qu'il n'y a pas de risque de ce côté-là. Absolument. Alors pourquoi c'est quelque chose qu'on a pointé? C'est les mouvements indépendantistes qui l'ont exagéré pour dire que pour protéger la culture et la langue, il faut revenir à un contexte géopolitique voilà, réduit. C'est un élément sur lequel les gens mobilisent, parce qu'il n'y a pas autre chose. Moi, je suis kabyle, je vis très bien en Algérie, j'étais au Mzab, j'étais très bien avec les Mozabites, j'ai été il n'y a pas longtemps chez les Chaouiers, je me sens très bien chez moi, j'ai été à Oran, j'ai été à Tlemcen il n'y a pas très longtemps, je ne vois absolument aucun problème. Les gens savent que je suis kabyle et que de temps en temps je m'exprime aussi en kabyle avec des gens, mais il n'y a absolument aucun problème. Donc l'arabe algérien, il est en train de pénétrer, c'est un peu normal. Ce serait anormal qu'il y ait un peuple qui s'appelle
algérien et qui n'a pas une langue commune dans laquelle il s'exprime. Donc l'algérien, c'est la langue de l'Algérie, et c'est par cette langue-là qui se différencie, par exemple, de l'égyptien, du tunisien, etc. Mais en même temps, c'est pas cette langue qui ressemble aussi au tunisien et aux Marocains, parce que chacun a dû faire son expérience quand il parle son arabe. Moi, je suis de Tizi Ouzou. Quand je parle l'arabe de Tizi Ouzou à Alger, on me comprend, mais on sait que je suis de Tizi Ouzou, parce qu'il y a des marques géolectales. Et quand je vais au Maroc aussi, on me comprend. Quand je vais en Tunisie aussi, on me comprend. Donc l'arabe algérien, comme ce que on appelle aussi la langue maghrébine, c'est une langue maghrébine à substrat berbère et punique, bien évidemment. Donc c'est ça qui fait la continuité de cette langue depuis très longtemps. Alors au début de cette émission, professeur Dourali, on a dit que le pouvoir algérien réagissait, ne réfléchissait pas à l'avance en ce qui concernait donc la normalisation, l'édification, la promotion, la reconnaissance de l'identité amazigh et de tout ce qui va avec. Est-ce que dans le cas de la reconnaissance de Yen comme fête nationale, on est toujours dans ce scénario? Je pense que oui, parce que déjà reconnaître Tamazight comme langue officielle, les implications sont claires. C'est revoir la forme de l'État algérien. Donc le jacobinisme malvenu justement est complètement désuet, parce que même les jacobins ont changé. Maintenant ils sont beaucoup plus girondins. On a des conseils régionaux en France qui sont élus, c'est eux qui gèrent les régions, ça n'est pas le préfet. Le préfet il fait rien. Donc pour nos amis auditeurs, jacobinisme c'est centralisation et girondin c'est plus décentralisation. Voilà, c'est le gouvernement des régions. Donc on n'a pas pensé à ça. La récupération, je parle de récupération, donc d'un symbole d'unité nationale et d'unité au-delà de la nation algérienne, c'est le Maghreb, et je parle de Yen Nayer et de toute la Méditerranée, parce que c'est une fête agraire qui est fêtée depuis la nuit des temps dans toute la Méditerranée. Et Yen Nayer, ça vient de Yan Yarus, c'est-à-dire le janvier, qui est le premier mois du calendrier romain déjà. Ensuite, Julien, donc de Jules César, et qui a été rectifié parce qu'il y avait un décalage en l'année calendaire et l'année tropique, donc rectifié par le père Grégoire XIII en 1680, quelque chose comme ça, donc 1580, pardon, donc au XVIe siècle. Donc il y a eu une rectification. Cette rectification a enlevé 12 jours. Enlevé 12 jours du calendrier julien, et nous on les a pas enlevés parce que déjà au XVIe siècle on était sous gouvernement islamique et l'Église nord-africaine, y compris l'Égypte, n'a pas suivi la réforme du pape Grégoire parce qu'il n'y croyait pas. Et vous dites aujourd'hui donc Yen Nayer, c'est une bonne nouvelle mais qui arrive un peu tard? C'est vrai que ça n'est pas normal, donc une fête nationale dans laquelle il y a une espèce de fusion nationale dans toutes les régions d'Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Égypte aussi, chez les Coptes. Donc une fête comme ça qui crée la fusion nationale, comme il y a une fusion auprès du symbole que représente le drapeau national, l'hymne national, etc., qui a été d'ailleurs écrit par un mozabite. Il faut le rappeler, c'est utile. Donc nous avons un ensemble de symboles d'unité nationale, on les appelle comme ça en anthropologie. Yen Nayer, il en fait partie. Et Yen Nayer, c'est maintenant que l'État commence, l'État, donc avec ses institutions, avec le gouvernement qui le gère, qui est en train de s'habiller algérien. C'est l'État qui est en train de s'habiller algérien. Les Algériens, ils étaient toujours algériens depuis toujours. Donc ils sont un peu en retard, en effet. Professeur Dourali, que va-t-il se passer dans les semaines qui viennent sur cette question de la loi organique et de l'arrivée à l'institution de l'académie? Vous dites que les instruments sont prêts et qu'on a perdu du temps, ou vous dites qu'on va reprendre un nouveau chantier? Comment vous sentez l'évolution de ce dossier? Dans les mois à venir, il va y avoir un printemps. C'est le printemps berbère, n'est-ce pas? Donc, on espère que les choses vont aller mieux. Mais je crois que là aussi, on a perdu trop de temps.
Tamazight est langue nationale en 2002 et les langues officielles en 2016, février 2016, et on n'a pas encore créé le dernier outil par lequel on doit passer au travail sérieux, parce que c'est un travail monumental et un travail très difficile à mener, parce que nous n'avons pas suffisamment de compétences scientifiques pour le mener, ni les moyens. Il faut la mise en place d'une académie, ça n'est pas une mince affaire. Donc, vous avez au moins 2 ans à perdre dans la réglementation et la mise en place des instruments techniques, etc. Donc là, on a perdu du temps. En juin 2016, à ma connaissance, il y avait une commission qui avait été nommée auprès donc du Premier ministre à l'époque, Abdelmalek Sellel, et qui avait déjà produit un texte donc de loi organique qui devait passer au niveau du Conseil constitutionnel, etc. On a arrêté comme ça. Je comprends pas pourquoi on perd du temps à ce niveau-là, parce que de toute façon, il y a du temps à gagner pour normaliser la langue sur de bonnes bases et non pas le mettre comme ça parce que subjectivement moi j'ai envie que ceci ou que cela d'écrire en latin ou d'écrire en arabe ou d'écrire en téfinard, donc moi j'avance mes pions. Donc il y a du temps qui a été perdu et là il faut absolument faire vite. Il faut faire vite parce que sinon tous les moyens, tous les symboles d'unification de l'État et de la société algérienne fonctionnent aujourd'hui pour désintégrer l'État. Ça n'est pas normal, ça. Et qu'on regarde pas ça. Ça veut dire que nous n'avons pas une pensée politique moderne, une pensée politique qui est tournée vers l'analyse du fonctionnement de la société et de sa dynamique. On regarde ailleurs. Et pour corroborer ce que vous dites, professeur Doulali, je vais vous révéler mon ressenti par rapport à cette question-là. Tamazight, langue nationale, réaction au printemps noir, officialisation, réaction à une demande très forte. Yinnaïr, on a le sentiment que c'est une réaction un peu hâtive et anticipée. Bienvenue, de toute façon, mais aux premières manifestations de jeunes pour la généralisation de l'enseignement de Tamazight à la fin de l'année dernière. Et puis, on a un peu le sentiment que dans la même logique, l'académie, c'est encore une carte qu'on garde sous la manche au cas où il se passe quelque chose dans les mois à venir et qu'on sortirait à ce moment-là. Le processus dont vous parlez, on a le sentiment qu'il est complètement régenté par un agenda politique. Il est régenté par la conjoncture. C'est la contingence qui fait le nécessaire. Nous sommes dans une posture philosophique complètement aberrante. Oui, renversée. Le nécessaire, c'est la société. C'est ça ce qui est caractérisé par la philosophie politique comme nécessaire, donc comme devant être. Devant être, ça signifie un ensemble de symboles par lesquels les gens se sentent ensemble. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est à 2400 km d'Alger se sente concerné par ce qui se passe à Alger? Ou celui qui est à 1200 km à l'est ou à l'ouest de l'Algérie puisse se sentir algérien. On a vu, par exemple, à Tamanrast, quand il y avait eu les premiers attentats terroristes du fils à l'époque, les gens à Élysée et à Tamanrast sentaient concernés. Ils avaient mal à leur Algérie, comme la famille du défunt, de celui qui a été assassiné. Et donc c'est cette dynamique-là, ces sentiments d'appartenance à quelque chose de plus grand, mais qui est utile pour soi, qui est en train d'être gâché par les tergiversations, etc. Donc les gens, ils ne gèrent qu'une espèce de persévérance dans l'être. Je m'excuse de le dire comme ça, on pourrait l'expliquer autrement, mais rendre le nécessaire tout à fait contingent, ça c'est une véritable aberration en matière de philosophie politique. On ne peut pas continuer comme ça. Professeur Abdelrazak Doulali, c'était un vrai plaisir de vous entretenir ce matin. Merci beaucoup. Merci d'avoir été l'invité de l'entretien. C'est moi. Merci beaucoup. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.